Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans une nouvelle émission de votre programme La Tour de Babel. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir un grand invité et un grand ouvrage. Il s'agit de La monnaie, une production bancaire à faible coût et un actif pas comme les autres, du professeur Mohamed Ould Hassan, président de ZIRES, Institut international pour la recherche, d'études et de stratégie. Donc, ce soir, il va nous entretenir de son brillant ouvrage qui, mine de rien, paraît comme un manuel, mais en réalité, il est une approche critique de notre approche politique, des politiques bancaires et financières et aussi économiques de notre pays, si on peut dire. Pour vous entretenir ce soir, on va s'entretenir sur la monnaie, que tout le monde connaît sans la connaître en réalité. Et on commence par, premièrement, un chapeau sur ce produit méconnu. À l'origine, ce fut le troc. Les hommes convaincus de la valeur d'usage, de la valeur d'échange des marchandises, en faisaient un phénomène tout à fait quotidien, une activité quotidienne. Donc c'était l'échange, le troc, un pigeon contre un poulet, un daim contre deux castors, etc. Donc il s'agissait du troc comme monnaie. Au cours de l'histoire, la monnaie a pris un processus de dématérialisation. Les formes monétaires sont passées de la monnaie marchandise à la monnaie virtuelle dans l'ère contemporaine. Actuellement, la monnaie est essentiellement scripturale, c'est-à-dire matérialisée par une inscription dans les comptes des banques, les comptes bancaires ou postaux, dont les principaux instruments de circulation sont les chèques ou les cartes bancaires. Vous passez chez un banquier, vous dites voilà, il vous montre un chiffre, disons, ça c'est votre avoir, et on peut en rentrer un chiffre, comme on l'a ajouté, mais seulement des chiffres. C'est ça la monnaie structurelle. Les premières monnaies seraient apparues 5000 ans avant Jésus. Au départ, la monnaie a pris la forme de biens avec une valeur intrinsèque, c'est-à-dire c'est la monnaie marchandise. Si l'on met à part les monnaies primitives, coquillages, étoffes, bétail, qui s'appelait pecus en latin, qui a donné le nom pécuniaire, les monnaies marchandises ont été constituées dès la haute antiquité par des métaux précieux. Par la suite, avec le développement des échanges, les signes monétaires ont pris des formes nominales. Ce sont les billets et la monnaie scripturale qui n'a pas de valeur intrinsèque à la différence des espèces métalliques. La monnaie métallique, il y a trois monnaies, la monnaie métallique, la monnaie papier et la monnaie, si on peut dire, scripturale. Donc, la monnaie métallique a connu trois grandes étapes. La monnaie pesée, en 2000 ans avant Jésus, la monnaie apparut sous forme de lingots dont on fallait mesurer le poids à chaque transaction. La monnaie comptée, deuxième, vers 800 avant Jésus, les lingots furent divisés en pièces. Invention qui va se généraliser sous l'Antiquité, en Grèce, à Rome, puis en Chine, en Inde, et puis dans le monde islamique. La monnaie frappée, troisième type de monnaie. Les monnaies métalliques furent peu à peu frappées d'une inscription indiquant le poids de la pièce ainsi que la valeur de la pièce. Ainsi, la valeur de la pièce en unité de compte est fixée par son poids. Alors, on parlait de monnaie sonnante et trébuchante. Autrement dit, elle est pesée sur un trébuchet, une petite balance, et elle est sonnante en ce sens qu'elle est en pièces de monnaie. Donc, elle est en or ou en argent, donc elle est sonnante. C'est de cela qu'arrivait l'adage monnaie sonnante et trébuchante. En France, la monnaie métallique a d'abord régné avec un régime bimétallique, autrement dit, en argent et en or. Avant que triomphe l'or en 1870, c'est l'étalon or qui a disparu à la suite de la Première Guerre mondiale. En plus de la monnaie métallique, la monnaie papier, c'est-à-dire les billets, constituent une étape importante dans le processus de démoralisation des signes monétaires, donc de dématérialisation. C'est un instrument monétaire dont la valeur faciale est dissociée de sa valeur intrinsèque. Il est accepté en vertu de la confiance accordée à son émetteur, d'où le nom fiduciaire. Fiduciaire, c'est du latin fiducia, c'est ça Mohamed, fiducia qui veut dire confiance.
C'est en papier, on sait que c'est en papier, mais on a confiance parce qu'il représente quand même quelque part une valeur d'échange ou d'usage ou une valeur en stock de l'or ou d'argent, mais en lui-même, le papier fait confiance, d'où la monnaie fiduciaire. Et enfin, la monnaie scripturale, ainsi dénommée parce qu'elle est inscrite, comme on l'a dit plus tôt, sur les livres des établissements émetteurs, essentiellement les banques. Pour une meilleure connaissance de la monnaie et son développement spectaculaire avec l'économie, ses stratégies dictées par ses besoins et ses difficultés, nous avons invité le professeur Mohamed Ahmed Hassan à propos de son livre « La monnaie, une production bancaire un faible coût et un actif pas comme les autres ». Le livre du professeur apparaît comme un manuel destiné aux étudiants ou aux professeurs d'économie financière ou bancaire, mais la méthode, le ton et l'analyse s'apparentent à une vision critique des politiques bancaires et certains comportements de l'État et des institutions bancaires dans le champ économique. Pour une émission sonnante et trébuchante, il faudrait un cursus comme celui du professeur Ahmed Hassan. En effet, avant de devenir un brillant professeur et consultant international, il fut lauréat de la prestigieuse université Paris 9, Dauphine, diplômé d'études supérieures du conservatoire d'art et métiers, Paris 4, CNAM, à ne pas confondre avec la CNAM en Mauritanie, unité de valeur du cursus d'expertise comptable français de l'Institut national des techniques économiques et comptables, INTEC, Paris-France, cours d'analyse de politique financière du FMI à Washington, 4 fois major des sessions de formation bancaire de la BCM. Donc, on croit être tombé sur la bonne personne. Mohamed, je vous donne la parole pour parler de votre ouvrage. Merci, M. Ibrahim Sniber. Je dois dire que je remercie de tout cœur votre chaîne et votre personne pour m'avoir invité spontanément à cette émission et à parler de ce livre. Votre intérêt pour la culture et pour les livres s'est manifesté bien avant cette émission parce que vous êtes vous-même auteur des livres qui sont de grande valeur et que j'ai eu l'occasion d'apprécier. Je m'attarderai un peu sur cet aspect parce que nous avons tendance en Mauritanie à mépriser malheureusement les livres et à lui accorder très peu de temps et très peu de lecture. Tous les peuples, pour se développer, pour s'épanouir, doivent lire et les intellectuels doivent écrire. Et on ne doit pas attendre d'être un savant de renommée mondiale pour écrire. Il faut écrire à son peuple. Les médecins doivent vulgariser la médecine, les économistes, les politiques, les juristes, tous doivent écrire des ouvrages pour essayer de former les générations et de vulgariser le savoir au niveau de notre peuple. Votre intérêt pour les livres, je l'apprécie beaucoup et j'espère que vous aurez tous les encouragements et que cela suscitera d'autres ouvrages. Je dirais aux Mauritaniens, ou je leur rappellerai, les secrets dans les livres. Les livres sacrés, tous les livres, tout ce qui est venu du ciel a été conservé dans des livres, le Coran. Et donc il y a une baraka dans les livres. Il faut véritablement s'intéresser à cela. Et je vous remercie donc non seulement pour votre invitation, mais aussi pour l'intervention. Comme vous l'avez dit, à un moment donné, je m'intéressais aux questions générales dans les pays et des préconisations de solutions, ainsi de suite, et qui ont trait tantôt à l'économie, tantôt à la politique. Mais à un moment donné, je me suis dit que le devoir que j'ai est celui de vulgariser
le peu de savoir que j'ai auprès des autres. Démocratie inclusive et bonne Démocratie gouvernance avant la monnaie. Oui, démocratie inclusive et bonne gouvernance, c'est comme une sorte, diront les experts comptables, une sorte de bilan, un bilan de clôture. Et l'ouvrage sur la monnaie est un bilan d'ouverture. C'est un tournant dans ma vie où je considère que nous sommes menacés dans ce pays par l'inculture, par l'absence de savoir, et que la plus grande contribution que l'on puisse faire, c'est celle de vulgariser le savoir et d'écrire. C'est ce qui m'a amené et d'aider les gens à comprendre surtout ces phénomènes qui sont tout à fait nouveaux, qui ne sont pas très bien compris d'ailleurs dans toute l'humanité, au niveau de tous les autres pays, en particulier aussi chez nous, parce que le phénomène monétaire, comme vous l'avez dit, est une histoire, dans ses formes actuelles, est une histoire récente et peu connue. L'enseignement de la monnaie date de décennies. Elle n'était pas enseignée comme matière elle-même. Donc, il y a à un moment donné aussi, donc, je me suis dit, je vais abandonner un peu Terche Barak pour les politiques et les autres, et je vais travailler dans la vulgarisation qui est neutre, qui n'a pas un caractère politique ou un caractère qui peut susciter des sentiments d'animosité, en espérant de donner un exemple et que tous essayent de produire et d'écrire. Mais parce que vous m'avez demandé le contexte ou un peu la raison, je vous dirais qu'il y avait des circonstances particulières. En 2015, on avait connu une situation où tout le monde, dans la rue, et parce que je suis aussi un homme de la rue, un homme du peuple, pas dire. s'étonnait de l'absence de liquidité. Et c'était systématique, et c'était dans toutes les bouches. Pourquoi il n'y a pas d'argent? Pourquoi il n'y a pas de liquidité? C'était quelque chose de systématique, et je me suis dit, endémique, au moins c'était en 2015, 2014, 2015. Et je me suis dit, au moins, je dois essayer d'aider les gens à comprendre pourquoi quand il y a beaucoup d'argent, les raisons, et quand il n'y a pas beaucoup d'argent, ils connaissent les raisons. Et je leur donne les clés, et à eux qui sont dans les systèmes, pas dans la rue comme moi, d'essayer de comprendre ce qui leur arrive. Il faut dire que c'est lors d'une préparation d'une émission récente sur l'économie de la Mauritanie que j'ai moi-même compris pourquoi il n'y avait pas d'argent, pourquoi l'absence de... Donc, dans les livres, j'ai fait une série d'articles qui expliquent ce que c'est la monnaie, d'où elle vient, comment elle est créée, comment elle circule, elle se développe, et comment elle meurt aussi et elle disparaît. Donc, et à eux de voir, avec les flux d'entrée et les flux de sortie, il y a un solde qui est la masse monétaire. Et donc, s'il y a beaucoup d'entrées d'argent et peu de sorties, l'argent sera abondant, et inversement. Et donc, j'ai fait cette série d'articles pour expliquer cela. C'est récemment que j'ai compris que ça coïncidait avec la chute de fer, du minerai de fer, du prix du minerai de fer et des autres matériaux qui ont fait que nos entrées en devises se sont beaucoup diminuées parce que le prix a été divisé par 3. Et que donc, là, c'est l'une des raisons qui explique cette rareté de monnaie, parce qu'il y a rareté souvent de la monnaie quand les entrées de devises sont rares, quand le crédit est rare, quand on ne donne pas beaucoup de crédit, et quand l'État fait peu de dépenses. Je ne sais pas, pour la petite histoire, à l'époque, j'ai fait sortir ces 15 articles en 15 semaines, et j'ai appris plus tard que le président a convoqué les banquiers pour leur parler de ce problème. Et à la suite de leur... Après cet entretien, j'ai appris qu'il y a une ordonnance qui était très sévère vis-à-vis de ceux qui empruntent auprès des banques, et ainsi de suite, parce que les banquiers auraient dit que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, parce que les gens ne remboursent pas, ne recouvrent pas. Or, en fait, cela
c'est l'effet contraire sur la monnaie. Quand les gens ne remboursent pas, il y a beaucoup de monnaie parce qu'elle circule. Et donc, comme ils sont habitués à profiter des opportunités, ils ont donné cette explication qui est un contresens. Vous dites à l'entame de votre livre, la monnaie est un bien pas comme les autres. Pourquoi cette question? Pourquoi cette assertion? C'est parce que d'abord, je veux dire que c'est un bien, c'est un actif. Quand vous avez dans le bilan d'une entreprise, vous avez les maisons, les immobilisations, vous avez les stocks, vous avez ce que vous avez prêté à vos clients, mais vous avez aussi une caisse. Et ce qui est dans cette caisse ou dans cette banque est considéré comme un actif, comme les autres. Et donc, c'est un bien. Mais il y a bien une différence dans la mesure où tous les autres actifs, qu'ils soient immobilisés ou circulants, qu'ils soient des stocks, des marchandises, ils n'ont pas cette capacité qu'a la monnaie de s'échanger contre tous les autres biens. Donc, parce que c'est un moyen de paiement général et universel. Il vous permet, si vous sortez des marchandises de votre stock et vous essayez d'acquérir d'autres biens, vous risquez de ne pas l'avoir. C'est le troc que vous disiez. Mais si vous faites un prélèvement sur votre caisse ou dans votre compte banque, vous êtes capable d'acheter tous les biens qui sont sur le marché. Ça sert d'unité de compte, ça sert d'un moyen, d'un pont entre l'avenir et le présent, parce que le stock peut être périmé. Et donc, pour l'avenir, si vous ne le vendez pas à une période donnée, il ne sert plus à rien. Alors qu'elle, elle n'est pas périssable. Elle est pérenne. Elle est pérenne. Elle est un pont, comme disent les auteurs, un pont entre le présent et l'avenir. Et donc, je tiens à vous dire que c'est un bien, mais un bien qui est tout à fait différent des autres. Il est différent aussi parce que c'est pas, comme vous l'avez dit, vous, dans votre introduction, il n'a pas une valeur intrinsèque à lui-même. C'est ce qu'il représente et le pouvoir que lui donne l'État. L'État, le pouvoir régalien et la confiance des populations. Donc, il faut bien... un moyen de conservation de la valeur. C'est ça. Donc, dans le titre, je voulais que les gens se rendent compte que c'est un actif, mais qu'il n'est pas comme les autres, et donc d'essayer de voir... Son coût de production insignifiant, au quasi nul, et sans rapport avec sa valeur, son pouvoir d'achat. Oui, vous touchez, M. Ibrahim, la moelle, l'essence de ce qui est dit dans ce livre, qui s'adresse à la fois, je pense, aux professeurs, aux étudiants, mais qui est accessible à tout le monde. Et là, ça c'est une particularité. Pour produire la monnaie avant, tant que c'était de l'or, ou de l'argent, autres métaux. On avait besoin de mines, on avait besoin d'usines, on avait besoin de tout ça pour produire cette monnaie. Quand elle a été dématérialisée, et donc elle n'est que sous forme fiduciaire, c'est-à-dire des billets, ou sous forme d'écriture, il n'y a plus ce coût de production. On n'a plus besoin de mines, on n'a plus besoin d'usines, et on a besoin de quoi? Peu de choses. Au niveau de la monnaie fiduciaire, c'est le coût d'impression qui est tout à fait marginal par rapport à la valeur de la monnaie. Et puis, les charges d'une banque. Si on caricature, si demain, vous, Brahim, vous avez l'agrément pour une banque, et vous êtes banquier. Je ne suis pas preneur. Vous êtes banquier. C'est pas mon fort. C'est tout à fait domaine pas mon fort. Mais pour vulgariser et pour des raisons didactiques, on va simplifier, on va caricaturer. Vous êtes agréé comme banque. Vous avez donc une clientèle qui vient à vous. Dès lors, vous êtes une banque. Eh bien, il vous suffit, vos clients vont se présenter et l'un d'eux va vous demander de lui accorder un crédit d'1 million. Vous accordez le crédit d'1 million, mais pour le faire, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre BIC, à la limite, et vous inscrivez au crédit de son compte 1 million, qui peuvent lui permettre
de régler avec les clients qui sont chez vous. Allez-y. Qui sont chez vous. 1 million, il paye, mettons, pour simplifier, un fournisseur 500 000 et il paye une dette 500 000. Le million n'est plus là, il est 500 000 dans l'autre compte, 500 000 dans l'autre, mais il est tout dans la banque Brahim. Ouais. Qu'est-ce que cette monnaie que vous avez créée, qui permet les échanges, vous a coûté? Elle vous aura coûté votre bic en papier. Donc elle est créée ex nihilo, comme on dit. Créée ex nihilo, sans coût autre que le coût de gestion. C'est confortable. Que le coût de gestion, si on considère, on part de la banque individu qu'on a pris pour la caricature et pour aider les gens à comprendre, dans une banque quelconque, elle va créer des milliards à la demande de ses clients. Mais la création ex nihilo de cette monnaie ne demande que les frais de gestion qui sont inhérents à cette écriture. À cette monnaie scripturale. Donc, il y a véritablement un coût tout à fait réduit. Et ça, c'est l'une des choses que les gens ne connaissent pas, ne savent pas. Donc, si on accordait un agrément de banque à une personne, c'est très confortable. On lui permet de créer de l'argent ex nihilo. Oh oui, absolument. Et elle permet à elle-même de pouvoir vous acheter votre maison. Vous avez une maison, elle vous a coûté 2 ans de travail. Vous êtes chez le banquier, il l'achète, il vous met le montant sur votre compte. Ça vous aura coûté 2 ans. Et lui, ça lui coûte le salaire, mettons, de l'employé qui est chargé, je caricature, mais qui est chargé du crédit ou des autres charges. Voyez, c'est pourquoi, bien sûr, il y a des limites, mais cela fait que ce bien qui est d'une utilité générale, universelle, il coûte très peu à ceux qui le créent. Voilà. Contrairement à ceux qui font, par exemple, tout autre produit, comme, mettons, une boulangerie, mettons, une usine de vêtements, pour produire, ils dépensent énormément par rapport à leur prix de vente. Alors que la monnaie, elle est de nos jours, un actif qui ne coûte pas cher à ceux qui le créent. C'est pourquoi il y a beaucoup de limites. On ne permet pas aux gens de les créer n'importe comment. Oui, mais professeur, comment c'est arrivé? On sait qu'avant 1870 et avant l'abandon de l'étalon or après la Première Guerre, à l'issue de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui est arrivé? Avant, pour faire un tirage de monnaie ou avoir une monnaie scripturale, il fallait avoir son stock en or, n'est-ce pas, en argent. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'en fin de compte, on abandonne l'étalon or qui est la garantie et que finalement, le monde va commencer, si on peut dire, à travailler avec le papier. Comment c'est arrivé? Comment le papier a-t-il pu transplanter ou se substituer à l'or? Parce qu'on parle aux auditeurs et pour qu'ils comprennent, il y a deux raisons essentielles. La première raison, c'est que le financement des guerres. C'est que les guerres, on est obligé de les financer et leurs dépenses sont exorbitantes et on ne peut pas. Les États sont obligés de la financer. C'est pourquoi on est arrivé dans des moments historiques où l'or qui est là pour financer les guerres était insuffisant pour pouvoir financer la guerre. Donc, on a procédé, à un moment donné, on a procédé par un système de division, si vous voulez, de poids. On divise le poids de la monnaie, tout en lui gardant la même valeur nominale. C'est-à-dire, vous avez un franc qui vaut 5 grammes d'or, on frappe
un franc qui vaut 2,5 grammes d'or, Oui. ce que vous voyez, Oui. mais il porte toujours un franc. Un franc. C'est ce qui a amené les gens à dire la mauvaise monnaie qui chasse la bonne. La loi de Gresham. C'est ça. Alors, ça c'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est la force, le rapport de force de certains États, notamment les États-Unis, qui à un moment donné ont stoppé la convertibilité de l'or parce qu'ils créent une monnaie quasi mondiale et ils veulent avoir le privilège de créer beaucoup plus de monnaie papier que ce qu'ils ont dans leurs réserves, pour qu'on ne puisse pas leur demander le remboursement en or de la monnaie papier qu'ils créent. Là, on peut dire que les États-Unis achètent le monde avec du papier. Oui, Papyrus. oui, le papier avec les gens qui veulent bien leur vendre. Ouais. Mais ils se sont libérés quand même de cette contrainte. Ce boulet, le boulet Ouais, qui était là. Absolument. Ouais. Absolument. Mais justement, parlons de chez nous et ici en Afrique. Comment avant, on sait qu'en Mauritanie, jusqu'en 1917, il n'y avait que la monnaie divisionnaire. Donc, il n'y avait que des pièces. Donc, le Bekni, Souveille, Tank, etc., qui correspondent par ailleurs un peu à des anglicismes. Tank, Bekni, Bacon, Silver, et du coup, en 1917, c'est d'ailleurs une date très, très importante, parce que dans certaines régions, on appelle ça Am el-Kait. Autrement dit, c'est l'apparition de la monnaie en papier. Au Hod, par exemple, on dit l'orak. Autrement dit, les papiers qui sont apparus, or on était en monnaie divisionnaire. Comment une population comme celle-là puisse tout de suite comprendre quel est ce phénomène qui fait que cette population, en majorité nomade, comprenne qu'avant elle avait un peu d'or ou du cuivre ou de l'or, qui est quand même pour eux qui avait une importance intrinsèque, comme on l'a dit tout à l'heure, une valeur intrinsèque, et du coup ils acceptent d'avoir des papiers à la place. Comment vous comprenez ça? Oui, je crois que je comprends quand intellectuel. Et vous, Brahim, c'est pas la question d'un économiste, c'est la question d'un romancier. D'importance à l'histoire. L'histoire de la monnaie, c'est toute une discipline, c'est toute une matière. Oui. Et il y a un collègue, monsieur professeur Khalef, qui a fait récemment un travail très intéressant auquel j'ai participé sur l'histoire des monnaies en Mauritanie. Et je pense que vous pouvez faire un entretien avec lui sur ce sujet. Khalef, professeur d'économie, Mohamed. Oui. Professeur d'économie à l'université de Nouakchott. Oui, il a fait un travail sur l'histoire des monnaies en Mauritanie. Et donc, il pourra il m'a enseigné en master. Mais je vous dirais tout simplement là, par les clés que nous avons, pour comprendre les phénomènes, même si on ne connaît pas les circonstances historiques, c'est que la monnaie elle détient sa force de l'État, d'une force, d'un exercice, d'un pouvoir. Régalien. Oui, et que le pouvoir de l'époque, la considération que les gens ont pour lui, la confiance qu'ils ont en lui et la peur qu'ils ont de lui ont certainement été des facteurs qui ont amené ces gens à accepter cette monnaie. Bon, c'est le colonialisme français, n'est-ce pas, qui a introduit ça. Donc c'est la violence organisée qui permet d'avoir de l'argent. C'est le pouvoir. Ouais. C'est le pouvoir. La monnaie ne peut pas exister. Jusqu'à présent, elle n'existe que par une force légale et forcée. On dit un pouvoir forcé. Un pouvoir légal et forcé. Coercitif. Oui. Si vous refusez aujourd'hui la monnaie mauritanienne dans le cadre sur le marché mauritanien, vous allez en prison. Absolument. Absolument. Vous êtes obligé de l'accepter comme moyen d'extinction des dettes et comme moyen d'acquisition des biens. Et celui qui vous dit « je refuse d'accepter d'être payé en monnaie mauritanienne »,
Eh ben, C'est une rébellion. C'est le tribunal et c'est la prison. Parce que c'est la rébellion. Ou la sédition. Rébellion dans votre langage militaire. De tout le monde. Ou la sédition, moi, je ne suis pas militaire. Je m'en cache. C'est un délit. Non, je ne suis pas militaire. Je ne suis plus un militaire. Oui, mais est-ce que, justement... La culture reste. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres organismes au pouvoir qui sont aptes à créer de la monnaie? Qui sont aptes, capables, ont la latitude, l'aptitude ou la capacité de créer des monnaies. Est-ce qu'il y a des organismes autres que l'État qui peuvent créer de la monnaie? Qui peuvent imposer la monnaie. Personne ne peut imposer la monnaie sauf l'État. Personne ne peut forcer les gens à accepter une monnaie que l'État. Mais dans notre jargon à nous, créer, c'est différent du reste. Oui. Créer la monnaie, c'est que l'État ne crée pas de la monnaie. Bien qu'il ait la responsabilité de la monnaie, de sa circulation, de son existence, il ne crée pas en une seule ouguiya. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La Banque centrale ne crée pas de l'ouguiya. L'État ne crée pas de l'ouguiya. Ce sont les banques commerciales qui créent la monnaie. Oui, ça m'a paru bizarre. Quelque part, vous dites, je ne sais pas repérer, mais vous dites, à la BCM, ce qu'il y a à la BCM, c'est pas l'argent. Ah oui? Mais comment ça? Ah oui? Comment on peut dire ça? Ah oui. Ah bon? Mais c'est compliqué. Absolument. C'est là où un peu c'est l'aspect technique. Mais comment on l'appelle? On l'appelle la création monétaire. Créer une monnaie, c'est-à-dire une création neuve, une monnaie qui n'existe pas. Et pour la créer, il faut la banque commerciale. C'est elle seule qui la crée. Pourquoi? Il faut comprendre par la négation, par élimination. Les billets de banque que les banques ont dans leur caisse, que tu vois, est-ce de la monnaie ou non? Ce n'est pas de la monnaie. C'est de la liquidité. Ce n'est pas de la monnaie. Pourquoi? Parce qu'elle ne sert pas de transaction sur le marché des biens et services, des biens réels. N'est monnaie que ce qui permet aux agents économiques sur un marché réel de faire des échanges, d'opérer. C'est ça ce qu'on appelle la monnaie. Le reste, comme vous l'avez dit, c'est une liquidité bancaire. C'est en flux. C'est une liquidité. Et alors, est-ce que les gens... Et la raison est très simple par laquelle seules les banques créent la monnaie. C'est parce qu'elles sont les seules à pouvoir avoir des comptes pour le public. La Banque centrale n'a pas de compte pour le public. Si elle avait un compte pour le public dans lequel elle peut créer une monnaie nouvelle, accorder du crédit, on dira qu'elle crée de la monnaie. Mais vous savez que la Banque centrale n'est pas ouverte au public. Elle n'a pas de compte bancaire pour le public. Vous pouvez dire que le Trésor ou la présidence ou l'État crée la monnaie s'il avait un support de créer la monnaie, un compte pour les particuliers. Seules les banques ont ce compte, ont cette ardoise sur laquelle ils inscrivent cette monnaie scripturale. Cette monnaie scripturale. Et alors, la monnaie est créée par les banques, mais n'importe qui peut créer la monnaie si l'État lui donne l'agrément, l'autorisation de créer cette monnaie. Et là, il devient banquier. Et là, il devient banque et il devient créateur de monnaie. Toutes les banques commerciales créent de la monnaie. Et elles ont ce pouvoir qui vient de l'État, de la Banque centrale, et qui leur est exclusif. C'est un privilège énorme que les banques. Mais en contrepartie, elles ont des obligations de financer l'économie, de respecter certains ratios, certaines règles, et ainsi de suite, et qui sont surveillées par l'État à travers la Banque centrale. Oui, donc on dit la maison d'émission, la Banque centrale et la maison d'émission, c'est la banque des banques, et paradoxalement, elle ne crée pas de la richesse, elle ne crée pas de monnaie, et elle n'a pas de clients. Donc, il y a une différence entre émission et création. Ah oui, allez-y. L'émission, c'est le fait de
produire ces billets, Ah oui, et oui, ces, donc ces les pièces. tirages, C'est l'impression, ça. tout ça, ça Et elle, l'émission. la c'est elle création, qui c'est autre chose. qui les émet pour une fiduciaire. Voilà. Et une fois qu'elle a ça dans ses caveaux, elle a des comptes pour les banques. Est-ce que vous voyez? C'est là on l'appelle banque des banques. Et si les banques créent de la monnaie et elles ont besoin de billets de banque créés par la Banque centrale, elles font appel à la Banque centrale et il y a un échange entre leur liquidité bancaire dans leur compte banque contre des billets de la Banque centrale. Mais l'intervention de la Banque centrale vient après la création par les banques. Ah oui, C'est très bien, a posteriori et c'est un rôle passif. Ouais. Le rôle actif est joué par les banques commerciales. Ouais. La Banque centrale subit. Oui. Mais quelque part, vous avez une approche, ou c'est l'approche générale, une approche quasiment physiologique. La monnaie, elle naît, elle vit, elle est peut-être malade, a priori, parce que quand elle est dépréciée, à mon sens, c'est une maladie, et elle meurt, elle ressuscite. Comment vous dites tout ça? Oui, c'était pour aider les gens à comprendre cette rareté, une approche pédagogique pour amener les gens à comprendre pourquoi la monnaie peut être rare. Pour comprendre si elle est rare ou abondante, il faut savoir comment elle naît, ce que vous voyez, et comment elle se développe et comment elle meurt. Et là, il y a 3 origines de création de monnaie. Il y a la première origine et qui est la plus importante dans tous les pays du monde, pays normaux quand même, c'est le crédit. On accorde du crédit et on monétise ce crédit en créant de la monnaie sur les comptes bancaires des gens de la monnaie scripturale. Il y a une deuxième source de création monétaire, donc un deuxième lieu de naissance de monnaie, c'est quand les devises rentrent dans le pays. Une devise rentre sous une forme scripturale, sous forme de billet. On va remettre ou créditer. Scripturale passe billet quand même, professeur. Oui. Et la monnaie rentre de façon billet ou scripturale? Les deux. Les deux, ouais. La devise. Ouais. La devise peut être rentrée par la voie scripturale, elle peut être rentrée par la voie billet. Billet, voilà. Et dans tous les cas, Fiduciaire. cette entrée nouvelle, dans le territoire mauritanien, si vous voulez, dans le cadre du marché mauritanien, elle va donner à la naissance d'une monnaie nouvelle. Ouais. Si vous venez dans les guichets d'une banque, on va vous donner des oublias et on va récupérer les devises. C'est un flux monétaire. Mais vous voyez que c'est de la liquidité, des billets qui n'étaient pas monnaie, parce qu'ils étaient dans la caisse de la banque. Ce qui est dans la caisse de la banque, ce n'est pas monnaie. Et en les remettant en agent économique, à la sortie des guichets, elle devient monnaie. Donc, deuxième source. Troisième source, c'est quand l'État emprunte auprès de la Banque centrale et fait des paiements à ses fonctionnaires ou à ses salaires. Là, il y a aussi une monnaie qui n'était pas sur le marché et qui est sur le marché. Donc, toute monnaie nouvelle sur le marché, elle vient soit d'un crédit accordé par les banques, soit d'une rentrée de devises, soit des trésors publics. Une fois qu'elle sort, c'est ce que j'ai appelé sa vie, elle vit, elle peut être active, elle bouge beaucoup parce qu'elle permet des échanges. Elle peut dormir parce que vous la cachez dans votre... Vous la thésaurisez. Vous la thésaurisez. Elle dort. Vous pouvez... elle peut, comme vous l'avez dit, être brûlée ou subir des dépréciations, ainsi de suite. Et là, c'est la circulation de la monnaie, donc, et sa vie. Mais elle peut mourir. Ouais. Pourquoi? C'est cette destruction, elle revient, ce que j'ai dit, elle revient toujours à l'endroit où elle est née pour mourir. Elle retourne au bercail. Elle retourne au bercail pour mourir. Bien, donc, quand il y a remboursement de crédit, il y a de la monnaie qui sort du marché, entre agents économiques, le marché, pour être remise à la banque en remboursement. Et là, il y a destruction de monnaie. Ouais. La monnaie qui servait comme moyen de paiement ne sert plus comme moyen de paiement. Elle sert de moyen de liquidité pour les banques. Quand il y a une sortie de devises, quelqu'un qui vient non pas pour apporter des devises, mais pour
les sortir, on lui donne, il donne de la monnaie et on lui donne des devises. Est-ce que vous voyez? Là, cette monnaie aussi, elle va être détruite. Elle ne sera plus monnaie. Il y aura devises à la place. Et vous partez à Las Palmas, vous avez 1 million, vous allez à la banque, on vous donne des pesettes à la place, et vous donnez les millions, on les met dans la caisse. Il n'est plus monnaie. Ouais. Et il ne pourra plus vous servir à d'autres achats sur le marché. Donc c'est une destruction de monnaie. Et la troisième source de destruction et donc de mort de monnaie, elle finit quand vous payez des impôts à l'État. Comment elle meurt, ça Quand vous remboursez, vous payez des impôts parce que cette recette, je paye 1 million d'impôts au Trésor. Oui. Le Trésor va déposer ce million dans son compte à la Banque centrale. Est-ce que ce compte, cet million qui est compte de la Banque centrale, peut servir d'échange sur le marché? Il ne peut plus servir d'échange sur le marché. Ça devient un moyen de transaction entre la Banque centrale et le Trésor. Et là, on a dit qu'il y a des critères. Il faut toujours avoir ces critères en tête pour savoir ce qui est monnaie de ce qui ne l'est pas. Ces critères, c'est est-ce que cette monnaie permet, et sur le marché, des biens et services. Et est-ce qu'elle permet des échanges entre des agents économiques non financiers. Non financiers. Je crois qu'on n'a pas assez dit cette dimension de financier et économique. Oui. Tous les échanges entre institutions financières, Trésor dans le cas présent, et Banque centrale, ça c'est entre des institutions financières. L'argent qui circule entre eux, ce n'est pas de la monnaie. Quand il y a entre la Banque centrale et les banques commerciales, ce n'est pas de la monnaie. En revanche, tout ce qui est sur le marché des biens et services, entre commerçants, utilisateurs, consommateurs, et ainsi de suite, c'est ça la monnaie. Est-ce qu'il y a une différence, une nuance entre monnaie et argent? Entre monnaie et argent. Il y a la différence que vous connaissez bien, c'est qu'il y a le métal argent, et ça c'est différent. Ouais. Mais dans le jargon courant, on peut bien remplacer argent par monnaie. On parle indifféremment. Ça c'est tout à fait possible. Seulement, les économistes n'utiliseraient pas le terme argent pour monnaie. Oui, ils ne diront pas. Vous dites quelque part, j'entends souvent dire dans les médias, et même par des spécialistes, que c'est grâce aux fonds déposés par le public que les banques peuvent accorder du crédit. C'est une idée reçue fausse. Absolument. Ouais. Pourquoi? Elle est même erronée. C'est même le contraire qui est vrai. Les crédits font les dépôts et non l'inverse. Jusqu'à une date récente, les économistes et même les banquiers avaient cette explication du crédit. C'est-à-dire qu'on considère, et même les déposants, vous les entendez souvent, c'est mon argent, nous on dépose notre argent chez vous, et vous faites travailler cet argent en accordant du crédit. Comme si, pour qu'il y ait crédit, il faut qu'il y ait dépôt préalable. Or, ce n'est pas vrai. Cela existe dans le cas des institutions financières non bancaires qui ne créent pas de la monnaie. Il y a des institutions qui ne peuvent prêter que ce qu'elles ont. Ce sont les institutions financières non bancaires. Par exemple, les institutions de développement. Elles collectent beaucoup d'argent du public et elles l'utilisent sous forme de prêt. Mais elles ne peuvent pas prêter plus que ce qu'elles ont emprunté. Ça, c'est les institutions financières. Mais ce qu'ils font, c'est un transfert de monnaie d'une main à l'autre. Mais il n'y a pas de création de monnaie. En revanche, les banques, comme dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, n'ont pas besoin d'avoir des dépôts pour accorder du crédit.
elles ont ce pouvoir de créer de la monnaie ex nihilo, Ex nihilo. à travers le compte bancaire. Vous vous présentez dans la banque, elle n'a rien dans ses caisses, pas d'argent dans ses caisses, elle n'a rien à la banque centrale, mais rien ne l'empêche, parce qu'elle est banque agréée par l'État, de vous accorder 1 milliard et de l'inscrire sur votre compte. Et ce milliard sur votre compte, il peut servir à des paiements de tous les clients de cette banque. Oui, mais Attendez, tous les clients de cette banque, ils vont accepter. Ils ont des comptes. Et vous pouvez les régler à travers ce compte. Dans une banque qui n'a pas un sou. Elle accepte la monnaie scripturale. C'est une banque, nous avons un compte. Il arrive que certains de vos comptes de crédit vous est accordé, certains n'ont pas de compte au niveau de cette banque. Ils vont demander des espèces. Est-ce que vous voyez? Et d'autres vont dire qu'ils veulent tant sur leur compte et une partie qui n'est pas sur leur compte. C'est en ce moment-là que se pose le problème de dépôt de liquidité pour la banque. Elle a fait du crédit. Elle l'a fait sans sous. Est-ce que vous voyez? Ça a pu marcher. Mais elle commence à avoir des problèmes. Parce qu'on lui demande de la liquidité, on lui demande des billets de banque. C'est en ce moment-là que, après coup, et de façon secondaire, les dépôts jouent un rôle. Plus une banque a des dépôts, et donc de la liquidité, plus elle peut répondre aux besoins de retrait des clients ou des fournisseurs de la personne à qui elle a accordé les crédits. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, les crédits est bien antérieur au dépôt. Et vous avez vu que la personne qui a reçu les milliards dans ce compte, dans cette banque sans sous, ces milliards s'est transformé en dépôt. En dépôt auprès de cette même banque. Ou même, si elle a de la liquidité, en dépôt aux autres banques. Donc, on a vu que par la création de ces crédits, il y a de nouveaux dépôts qui se font. Et non l'inverse. Et non l'inverse. Oui, mais l'idée reçue, c'est que, voilà, quand vous avez des dépôts, vous pouvez faire du crédit. Mais à cause de ce phénomène de création monétaire et de cette capacité de créer la monnaie à partir de rien, fait que ce sont les crédits qui font les dépôts et les dépôts ne jouent qu'un rôle secondaire et passif et après la distribution des crédits. Voilà. Donc, admettons, vous dites une banque sans sous, ça sonne très mal dans l'oreille des mortels, des profanes comme moi ou comme un autre. Mais ce qu'on comprend, c'est que les banques font de l'intermédiation. Autrement dit, moi je demande 1 milliard, mais Mohamed a déposé 500 millions. Ahmed a déposé 400, l'autre 300, vous me prêtez en attendant que, n'est-ce pas, que vous prêtez mon argent, vous me prêtez l'argent des autres. Et le cas, ça ne peut pas arriver. Mais admettons un jour où tous les clients de la banque viennent retirer leur argent. Non pas seulement l'argent en liquide, mais scriptural, dire, voilà, donnez-moi un chèque, je le dépose à la... J'étais à Tijari, maintenant je dépose à la BNM ou NBM, c'est le contraire. Si ça arrivait un jour, bon, on se rappelle le cas de Medov, où à un certain moment, il n'avait plus. Comment ça peut arriver? Comment pour éviter cela? Vous avez dit un terme ici qui est très important, intermédiaire. Voilà. Les institutions financières non bancaires qui n'ont pas le pouvoir de création monétaire sont des intermédiaires. Les intermédiaires entre les apporteurs de capitaux. Mohamed, on prendra une pause café. On retourne, Inch'Allah. Ok.